Merci d'être présent. On va faire une petite heure de discussion entre nous, si vous voulez bien, sur un petit sujet sympathique, qui est que la réalité augmentée, finalement, et puis l'ensemble des technologies immersives, il faut être clair, ça ne sert à rien. On verra ce que vous en pensez à la fin de cette discussion. Avant juste que nos intervenants se présentent, je vais me présenter moi-même, puis je vous ai expliqué un petit peu les règles du jeu. Je suis Grégory Maubon, je suis le président de RAPro, l'association de promotion de la réalité augmentée. Je travaille dans ce milieu depuis bientôt une dizaine d'années, en vulgarisation, explication, etc. Et je voudrais qu'on discute pendant une heure, justement, sur l'utilité de cette technologie. Et comme je vous ai dit, on discutera après de l'ensemble des technologies qui sont à côté, réalité virtuelle, 360, etc. Mais comme on veut quitter cette salle avec une réponse à cette question, est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que ça sert à rien, j'aimerais juste que 3 personnes dans la salle se portent volontaires pour faire le jury de ce procès de la réalité augmentée et des technologies immersives. Juste 3 personnes. Alors juste, ceux qui se portent volontaires, vous écoutez, et puis vous essayez de rester là jusqu'à la fin, même si on n'est pas très intéressant. Juste ça. Et je vous donnerai la parole tout à la fin pour répondre à la question. Alors attention, hein, si on répond à la question que ça sert à rien, le salon est fini et tout le monde s'en va. Donc allez-y, 3 personnes. Si vous n'êtes pas spécialement du domaine, c'est pas grave. Dites-moi, une là. Une deuxième. Non, toi non. Non, toi tu es trop dedans, toi. Une deuxième. Et pour un peu de parité, si une femme pouvait donner son avis, ce serait parfait. Est-ce que, madame, vous êtes le 3e juré ? Oui ? Très bien, c'est parfait. Moi non plus. On commence d'abord... Alors, si vous avez des questions, vous levez la main, on trouvera un moyen de faire passer un micro et puis vous les posez. Hein. On va commencer, si vous voulez, par la présentation des témoins de la défense. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, je m'appelle Danielle Macaffret et je suis rédactrice en chef du magazine Néon, qui est un média de psycho-société plutôt pour les 20-40 ans et qui pratique le reportage immersif. Alors, je suis Charles-Henri Marot-Desgrottes, cofondateur de la société Clap & Zap Productions, spécialisée dans les contenus en réalité virtuelle, si on peut appeler ça comme ça, et également vidéo, donc plus précisément vidéo 360. Et je suis donc Olivier Lefebvre, cofondateur de la société DAD, qui produit depuis 5 ans du contenu virtuel en tournage, en full 3D, et également beaucoup d'applications en réalité augmentée. Alors la première question, elle est simple. On nous parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de technologie immersive depuis quelques années. Depuis 2 ans, ça devient quand même franchement à la mode, pour pas dire que ça fait du buzz. Mais, alors je me trompe peut-être, mais chez les particuliers, chez les usagers, il n'y a pas d'équipement pour vivre de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Alors à moins de considérer qu'un cardboard et un smartphone d'entrée de gamme, c'est super bien pour diffuser de la 8K en 360, non, sérieusement, vous nous prenez pour des imbéciles. Personne ne va utiliser les expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Actuellement, effectivement, chez soi, pour l'instant, personne ne les utilise. Parce qu'il y a très peu de matériel. Il y a à la fois un double enjeu qui est assez clair à comprendre, c'est qu'il y a très peu de matériel de diffusion et il y a très peu de contenu. Et s'il y a du contenu, il est très difficilement accessible. Mais néanmoins, il existe du bon matériel de diffusion, du contenu d'excellente qualité. Et pour l'instant, tout ce petit monde se rencontre très difficilement. Moi, je vais tout de suite être l'avocat de la défense parce qu'avec un simple smartphone, effectivement, on peut avoir des expériences réellement innovantes et réellement intégrées. Moi, par exemple, avec le magazine print, papier Néon, on a déjà avec un simple smartphone une petite appli qui est top qui s'appelle SnapPress. On télécharge l'appli, on scanne la page et on accède à du contenu augmenté. Et c'est pas juste des artifices, des gifs pour rigoler. C'est réellement une amplification de l'information. Donc non, je pense qu'on est déjà prêt. Oui, effectivement, comme tu dis, ça ne sert pas à grand-chose en ce moment, mais le contenu est là. Le contenu est là, mais il y a plusieurs endroits différents.
On n'a pas de standardisation aujourd'hui. C'est normal, ça commence à arriver, c'est le temps d'arriver. Donc on a beaucoup de plateformes. Tout cela est en train de changer et on a des casques pour les particuliers qui vont arriver, qui vont être très très accessibles à partir de Noël. Donnons-lui une chance, qu'est-ce que tu en penses ? Alors il va falloir quand même me convaincre de mettre quelques centaines d'euros dans un casque avec du contenu de qualité, si j'ai bien compris. Parce que tout le monde n'est pas capable de s'acheter un HoloLens à 3000$ pour voir une petite danseuse tourner juste devant nous et puis repartir sur notre expérience après. Ok, très bien. Ok, bon. Admettons. Je t'avais prévenu. Ah non, mais tu sais que j'ai pas beaucoup dormi parce que je travaille beaucoup en ce moment. On en parlera, ça fait partie de la suite du débat. Donc, aujourd'hui, tout ce que tu dis est très juste, mais à partir du moment où pardon, tu m'as fait perdre mon fil. Alors, je vais peut-être te demander, parce qu'il faut quand même parler de solutions, est-ce qu'aujourd'hui, c'est raisonnable de viser le marché grand public ? Bien sûr, évidemment, parce que à partir du moment où ils font des expériences, Plus près. à partir du moment où ils font des expériences, qu'ils les découvrent de plus en plus, et que Microsoft ou Google, par exemple, avec Daydream, arrivent dans la poche du grand public, il y a un moment, il va cliquer sur les boutons, il va regarder. Donc ça veut dire que si on ne s'occupe pas aujourd'hui de créer des contenus suffisants pour que l'utilisateur puisse s'y intéresser complètement, on aura perdu. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne vais pas attendre finalement que d'autres le fassent à ma place, à mon sens. Pour la partie plutôt marketing et communication, c'est la même idée ? Alors, pour la partie marketing et communication, en ce qui concerne la réalité augmentée, les usages ils sont déjà là, eux par contre, et ils sont récents. Alors ils sont récents, moi j'en fais depuis 5 ans et ça existe depuis 10 ans. 10 ans c'est la préhistoire. Dans l'échelle de la réalité augmentée, on parle de préhistoire. Tout simplement parce que, comme d'habitude, Apple a un peu repaufiné un produit qui existait déjà en sortant l'AirKit en septembre, que l'entreprise Ikea a décidé de s'en servir, que l'entreprise Target aux États-Unis a décidé de s'en servir, que l'entreprise Amazon a décidé de s'en servir, et quand on a des entreprises comme ça qui décident de s'en servir, on commence à se dire qu'il y a sans doute une utilisation commerciale et marketing pertinente derrière. Néanmoins, ce qu'on a discuté tout à l'heure, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils n'en font pas une publicité outrageuse. C'est plutôt une habitude chez Amazon, c'est plus bizarre chez Ikea. Et en plus, Ikea avait déjà une application de réalité augmentée qui fonctionnait pas trop mal depuis quelques années. Celle-là fonctionne mieux, parce que la AirKit est un truc très bien foutu. Mais on a l'impression d'un POC à plusieurs millions de dollars, parce que travailler 6 mois avec les équipes d'Apple, ça a dû coûter un petit peu de sous. Mais en tout cas, il est évident que pour les biens de service, il y a aussi Cdiscount en France, du groupe Casino, qui a mis en place aussi une application de réalité augmentée pour des raisons simples de logistique, c'est-à-dire que je vais pouvoir, avant de commander cette table, savoir si elle va pouvoir rentrer à cette place-là, si la couleur va bien avec le canapé à côté, ce qui m'évitera, par exemple dans le cas de Cdiscount, ils ont baissé leur retour de 40%. Donc là, que ce soit sur des problèmes de logistique, de supply chain ou de choix pour Ikea, un truc très con chez Ikea, c'est quand Ikea expose un canapé bleu dans ses magasins, les gens achètent du canapé bleu. Même s'il est écrit qu'on peut l'avoir en rouge ou en orange, les gens ils achètent le bleu. Avec l'application, je peux voir chez moi qu'il existe dans une autre couleur, donc j'augmente, c'est un nouveau canal de vente. Est-ce que, alors, je creuse un peu cette partie-là, et puis après on passera à autre chose, mais est-ce que ça vaut pas le coup maintenant pour les créateurs de contenu de plutôt viser des marchés un peu captifs, puisque les gens n'ont pas l'équipement, de viser des marchés type industriel sur des projets, des marchés de type musée avec une flotte de tablettes, etc. Peut-être même, alors je ne sais pas trop, les lecteurs d'un magazine, est-ce que c'est un marché captif, ça se discute, mais en tout cas avec une cible très, très déterminée. Pour moi, totalement. On a commencé en 2015 par de la fiction, on est arrivé très vite dans le B2B. Pourquoi ? Parce que dès que la réalité virtuelle est arrivée, c'était l'élément déclencheur d'une visite de stand. On l'oublie souvent, mais on rajoute un peu de réalité virtuelle sur un stand et on a des grandes chances de voir, en tout cas même dans les stands, dans les salons particuliers, des files de dingue se faire, puisqu'aujourd'hui c'est toujours un produit d'appel assez performant, puisqu'il est encore nouveau.
Donc, effectivement, la réalité virtuelle prend son sens en termes marketing. Et puis, on est au début des expériences. Donc, l'évangélisation n'est pas complète. Aujourd'hui, sur ce salon, j'ai encore vu plein de personnes découvrir de la réalité virtuelle. Ça fait presque 5 ans maintenant, en gros. Il est indéniable que ça prend son sens. Et comme on est au début des expériences, et qu'on peut créer des tas de choses aujourd'hui, des tas d'inventions, des tas de nouvelles façons de raconter, de nouveaux storytelling, etc., c'est pas parce que cette technologie a déjà convaincu qu'elle ne va pas de nouveau surprendre. Elle est au début elle naît, quoi. Donc elle est en constante évolution. Et pour ce qui concerne la presse, on est clairement dans on cherche des nouvelles solutions pour faire lire nos contenus. Les kiosquiers disparaissent, les gens ne veulent plus de moins en moins de papier pour des raisons écologiques, des raisons de temps. Par contre, on a toujours un téléphone sur soi. Nous, ça nous permet de faire du lien avec nos lecteurs qui sont à la fois sur le site, sur le print, sur les réseaux sociaux, et d'un coup de lier le print avec le virtuel, ça fait totalement sens. Et moi, ce qui compte le plus, à mon avis, c'est qu'éditorialement, ça nous permet de tester de nouvelles écritures. Et voilà, et quand on est journaliste, on est tout le temps dans cette quête-là. Pour parler du cas de Néon, par exemple, on a 5 ans et on a repris un peu la veine d'actuel avec le reportage immersif, le Gonzo. Donc on est dans une nouvelle forme d'écriture avec des nouveaux médias, avec la veine de Society, Cosette, etc. On est tous un peu dans cet univers-là. Et ça fait totalement sens d'être en avance sur le temps des lecteurs, mais d'être prêt le jour où ils seront équipés, notamment en réalité virtuelle, et ça va de pair avec une diminution de l'espace print. Tous les magazines diminuent leur pagination, par exemple, diminuent leur nombre de parutions par an, c'est un fait, c'est l'histoire. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de contenu. Au contraire, on en a pléthore sur le digital. Donc là, ça permet de faire le lien entre les deux. Donc moi, je suis très très positive pour la presse, en tout cas pour les médias. On voit là, ce qu'a fait le New York Times il y a 1 an et demi maintenant est une réussite exemplaire. C'est-à-dire qu'un lectorat qui baisse. Et aujourd'hui, chaque abonné du New York Times reçoit chaque mois 2 à 4 reportages en réalité virtuelle. Exactement. En exclusivité, des reportages d'une qualité extraordinaire, des reportages aussi qui vous permettent de vous transporter sur place. Là, c'est des qualités fondamentales et intrinsèques à la réalité virtuelle. Ça évite la fake news, ça évite je peux me déporter moi-même là-bas pour aller voir ce qui se passe. Ça a relancé les ventes du journal, ça a relancé les abonnements. Le Washington Post, je crois, s'y est mis, etc., etc. Et la presse française regarde ça de très près, comme vous le faites. Oui, et attaque. Voilà, on est dans les starting blocks. Alors nous, concrètement, depuis le mois d'août, on a commencé avec quelques pages en réalité augmentée. Prisma Media, dans son ensemble, en réalité virtuelle, sur des marques comme VSD, Télé Loisirs, on fait énormément de choses. Et là, pour la fin d'année, on prépare un numéro 100% réalité augmentée. Donc ça va vite, finalement. Je pense que l'année 2017 est un tournant pour la presse et ces nouvelles technos. Effectivement, j'ai une vraie question, du coup. Comment tu invites tes lecteurs à lire et sous quel support, en fait, ils vont regarder vos contenus interactifs? Parce que tu ne mets pas quand même un cardboard à découper à l'arrière de ton magazine. Enfin... Non, tu indiques juste en papier, télécharge cette appli et tu auras beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos. Ça nous a en plus donné, quand je parlais de nouvelles écritures, on a créé une rubrique parce qu'il y avait la possibilité de la réalité augmentée qu'on a appelée le What the Fake. Donc c'est un détecteur de fake news. Et ça n'était pas possible en fait en print seul, puisqu'il aurait fallu imprimer tous les articles des petits copains. Et là, d'un coup, en plus, ça permet la circulation de l'information. Donc c'est formidable. Bon, juste pour continuer, donc, ok. On va considérer que les gens ont quelques outils, d'accord, ils utilisent leur smartphone, mais vous avez parlé de la compétence spécifique quand même, faire des contenus immersifs. On est dans un salon de contenu ici. Il y a plein de gens qui produisent des contenus. Fabriquer des contenus pour des technologies immersives,
c'est pas donné à tout le monde. Ça demande des compétences spécifiques, j'imagine. On voit plein d'applications en réalité augmentée. Je ne sais pas, on doit être à la 99e ou 999e application de porte sur iOS qui permet de passer d'un monde à l'autre. C'est super, c'est génial, mais ça ne va pas me convaincre que le 999e, il a voulu faire autre chose qu'une démo. Donc, en fait, les agences, elles nous font prendre des vessies pour des lanternes. Personne ne comprend comment ça marche, ces trucs-là. Ils nous vendent n'importe quoi. Comme d'habitude, c'est toujours un problème d'usage, c'est un problème de technologie. La technologie, elle est très récente. Elle est sortie en septembre. Alors, elle existait avant, mais elle était un peu plus compliquée à mettre en œuvre. Aujourd'hui, effectivement, avec l'AirKit ou voire avec d'autres softs, d'autres SDK, celui que vous utilisez pour la presse, c'est assez facile finalement. Quelqu'un qui télécharge Augmente ou Layar peut faire en 20 minutes peut faire une petite appli de réalité augmentée en direct. Ça, c'est pas le problème. Mais on va retrouver des fondamentaux de la communication qui, quand j'utilise un outil de communication, c'est pour transférer un message à quelqu'un avec une intention. Le fait aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la nouveauté technologique prend le pas sur le fond du message. Je fais un truc en 360, donc c'est forcément pertinent. Donc je monte des dauphins, l'Amazonie. Je vais les citer. J'ai intégré l'AirCore dans mon application. Je suis vachement sympa parce que technologiquement, c'est vachement bien. Je vais les citer parce que ça avait été très déceptif. Courrier International, en début d'année, avait fait un numéro spécial réalité augmentée. C'était affreux. Il y avait une illustration, au lieu de l'avoir comme ça, je la voyais comme ça, en barrant le titre, la révolution augmentée va révolutionner le monde. J'imagine tous les gens qui ont pris la peine de télécharger l'application, la déception. C'est là où j'ai eu l'idée de monter cette J'imagine bien. Donc effectivement, pour l'instant, les gens qui produisent du contenu ne connaissent pas suffisamment la technologie pour bien l'exploiter, ou ceux qui connaissent savent bien produire du contenu, inversement, la connaissent pas. Prendre un autre exemple, on parle souvent des jeux vidéo en disant les jeux vidéo pour l'instant en 360 sont pas au niveau, sont pas top, etc. Un jeu vidéo d'un niveau AAA, c'est 4 ans à faire. Le casque HTC Vive, il est sorti il y a 2 ans. Voilà, le calcul il est fait. C'est normal qu'aujourd'hui les jeux vidéo sont globalement des adaptations, des optimisations, et les jeux vidéo extraordinaires en 360, ils seront là dans 1 an ou dans 2 ans. Je suis assez d'accord qu'il faut, pour rebondir sur le fait qu'il ne faut pas juste une image qui se lève. Par exemple, si on pense à un reportage, on va penser à la vidéo qui va avec en 360 et ce qu'on est en train de faire. Mais il ne faut pas oublier non plus que la presse magazine, c'est de l'information, mais c'est aussi du divertissement. Et une photo qui se soulève, elle peut prendre une toute autre forme et donner une nouvelle information et donner envie au lecteur de se plonger. C'est comme quand on fait une jolie maquette et voilà. Donc c'est pas. Alors évidemment, un magazine que comme ça n'aurait aucun sens. C'est plutôt ça qui. Mais par contre, utiliser ces possibilités-là pour donner envie. Avoir un usage très simple me dérange pas. Avoir un usage très simple et récurrent. Oui, c'est ça. Alors, je vais juste préciser, cette montée en compétences, est-ce qu'elle se fait actuellement et comment ? À la fois du côté des professionnels qui proposent ces technologies, mais aussi du côté des utilisateurs qui doivent, dans le cas de la presse par exemple, être capables de passer de compétences purement presse à des compétences vidéo, 3D, modélisation, infographie, je ne sais pas. Comment ça se passe en pratique ? Est-ce que c'est simple ? Non, c'est pas simple parce que le cœur de la réalité augmentée, c'est du contenu. Alors quand c'est du contenu 3D, c'est un métier à part entière qui, en général, il y a une dizaine de personnes qui vont travailler sur un produit 3D. Donc ça devient compliqué. La réalité augmentée en elle-même, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on va mettre dedans. Et là, on va retomber sur des problèmes classiques. Faire un contenu vidéo correct, faire un contenu vidéo 360 correct, ou simplement modéliser une bouteille d'eau avec les transparences. Ça nécessite 3-4 personnes à la suite et un certain paquet de compétences pour un objet aussi simple que ça. Donc effectivement, ça demande aujourd'hui une ouverture et un croisement et un décloisonnement des métiers qui, là encore, est pas... Les gens de la 3D s'intéressent pas forcément à la réalité augmentée. La 3D, pour l'instant, elle produit des objets très lourds. La réalité augmentée, elle a besoin d'objets très légers qui tournent sur des smartphones. Donc tous ces gens-là ont besoin de commencer à parler ensemble, de se connaître de mieux en mieux. Et puis là, on débute pour l'instant. On est à l'apéro. Et... Au niveau de la réalité virtuelle, on a aussi ce problème, clairement. C'est-à-dire qu'on a
aujourd'hui, la communication dans les médias sociaux et tout, elle vient à peine d'être acceptée. Elle commence. Alors, pour ce qui est du média classique audiovisuel, ça pêche quand même encore un peu au niveau financier. On ne paye pas forcément très bien sa vidéo, etc. Mais ils commencent à l'accepter. Les normes de 3 minutes, ils commencent à les comprendre à peine. Alors d'un coup, on arrive avec de la réalité virtuelle. Et là, c'est très drôle, puisque ils veulent tous cette réalité virtuelle. Il y a un effet de mode, hein, malheureusement. Le voisin l'a fait, donc je le ferai, etc., etc. Et on arrive finalement à des entremetteurs qui vont parler à la place des techniciens qui s'y connaissent, un tant soit peu, et qui vont parler de la réalité virtuelle comme d'un média classique. Donc du coup, on se retrouve, nous, en bout de chaîne, à devoir corriger certaines erreurs, à devoir travailler plus vite que la musique. On n'a pas une seule caméra, on a 6, 12, 20, 26 caméras, enfin ça peut aller très loin. Donc on n'a pas les mêmes délais. Mais on se retrouve toujours avec des surprises en bout de chaîne où déjà on a des aberrations comme je veux que mon film dure 1 minute 30. Un plan immersif, on parle d'immersion, c'est 20 secondes pour pouvoir, 15 secondes pour regarder autour de soi correctement sans être gêné. Alors, on reste souvent sur des réactions classiques d'un média classique. La réalité virtuelle, les vidéos 360, c'est un nouveau média. Ce n'est pas de l'audiovisuel classique. Il faut l'expliquer, il faut se rencontrer, il faut discuter et non pas prendre la réalité virtuelle et ces nouveaux médias comme un phénomène de mode à vendre impérativement sans savoir le faire. Parce que n'oubliez pas qu'on est sur des expériences zéro aujourd'hui, donc des expériences nouvelles, et que la marque de votre société est attachée à ce que vous montrez, et qu'elle résonne pour la plupart des gens qui essayent pour la première fois la réalité virtuelle, elle résonne comme un souvenir. Donc si vous vous plantez dès le départ, que vous n'avez pas mis le budget adéquat, que vous n'avez pas respecté certains délais, que vous n'avez pas contacté les professionnels, il y a des grandes chances que votre communication soit complètement ratée. Donc ça, je le dis souvent, mais ne commencez pas par un roller coaster dans un centre commercial, hein, parce que là, vos clients, ils auront une idée de vous assez terrible. Juste pour continuer sur ces compétences, là, du côté utilisateur, comment est-ce qu'on monte en compétences quand on est un média print pour aller sur tout le reste, en fait? Alors, bon, déjà, on est un média print et digital, quand même, et réseaux sociaux. On se forme, on choisit les bons talents, on prend le temps. Donc nous, on a monté en compétences, c'est-à-dire qu'on s'est approché de SnapPress, cette start-up en mars, qui nous a accompagnés. On n'était pas trop ambitieux au début, on s'est dit on va faire 1 page au mois d'août, et puis 2 en septembre, et puis on va essayer d'arriver en fin d'année avec un numéro totalement réalité augmentée. Et puis finalement, on a fait 10 pages au mois d'août parce que ça nous a éclaté et que voilà, on a trouvé tout de suite du sens. Mais clairement, c'est du travail en plus, oui. Mais en fait, on se dégage du temps sur d'autres choses. Alors nous, par exemple, on a diminué la pagination du magazine print pour pouvoir proposer plus de contenu en réalité augmentée. Donc après, c'est un ajustement du média. Donc avec les mêmes personnes, développer leurs compétences, mais également leur laisser un peu plus de temps, effectivement, pour appréhender l'outil, qui après est techniquement pas compliqué du tout. Pour des maquettistes, c'est assez simple, mais voilà, ça prend un petit peu de temps, effectivement. Après, pour la VR, là, c'est complètement autre chose, effectivement, et ça demande encore plus de temps, mais pareil, avec les mêmes équipes, nous, on a fait, Prisma a organisé un hackathon VR, par exemple, où des gens qui n'avaient jamais touché à la VR s'y sont mis, et en un week-end, on produit des vidéos vraiment, mais très, 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 très quali. Donc, si on est intéressé, c'est à la portée de tous. Ah, bon, ok. Alors, je laisse cette question-là. Vous avez apporté quelques arguments. Bon, maintenant, on va parler du prix, hein, parce que c'est quand même important de savoir combien ça coûte. Tous ces contenus immersifs, là, on a l'impression qu'ils coûtent cher. Et d'ailleurs, quand on va voir des agences et quand on leur commence à leur demander des films en 360 pour quelques minutes, hein, comme tu disais, il y a les zéros qui pleuvent. Ça demande du matériel spécifique, tout n'a pas l'air sec en termes de matériel.
Est-ce que ça rapporte quelque chose? Est-ce que c'est pas une façon pour ces producteurs de contenu de nous vendre une énième innovation qui est encore plus innovante que la dernière, juste pour pouvoir nous facturer 20% de plus, hein? Parce qu'on le sait bien, les caméras 360, il y a la Ricoh Theta, il y en a plein qui vont arriver maintenant. Moi, je vais la prendre, je vais faire du 360. Il y en a plein qui se sont arrêtés aussi. Voilà, c'est vrai. Donc, ça coûte cher, ces choses-là. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher? Est-ce que vous avez un argument pour nous convaincre, nous, là, surtout les 3 personnes du jury, plus la salle, que ça vaut le coup? Alors, je vais te laisser parler après, mais d'abord, il y a un premier argument technique pour l'instant tout simple, qui est facile à calculer. Pour tourner un film en 2D, on utilise une caméra. Pour tourner un film, nous, de base, en 360, on utilise 6 ou 7 ou 14. Donc, je dérush 6, 7 ou 14 caméras, puis je les colle ensemble, puis je nettoie, puis je fais une intégration de logo sur une image qui est tordue comme ça. Donc, j'ai dû former des gens, etc. etc. Tout ça pour regarder dans un cardboard? Bravo. Voilà, c'est dommage. Mais tout ça pour diffuser sur plein de contenus. Ce qu'il ne faut pas oublier sur la réalité virtuelle, et là, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème d'avantage sur tous les autres médias. C'est la première fois où on a un média immersif. C'est le premier média où je suis à l'intérieur. On s'est rapproché de plus en plus. Hein. Il y a le cinéma, la télévision, les tablettes. Maintenant, je suis dedans et je suis acteur et je décide. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est ce que je ressens, ce que je mémorise. C'est-à-dire, à partir du moment où un film 360, il faut qu'il soit de la qualité nécessaire pour me procurer des émotions, et des émotions pour un être humain, ça veut dire du plaisir, de l'inquiétude, quelque chose qui... Mon cerveau va mémoriser de la même façon dans un film immersif que dans la réalité. On l'utilise beaucoup dans le domaine de la santé, par exemple. C'est là où il est extrêmement beaucoup utilisé. On arrive, par exemple, à faire aujourd'hui une ponction lombaire avec quelqu'un qui est uniquement en train de regarder dans un univers immersif. Son cerveau est complètement ailleurs. On peut faire ce type de choses. Donc, c'est un média qui est absolument pas comparable à un média 2D. C'est vraiment autre chose. C'est pas un film différent, c'est un autre média. C'est pas forcément, je sais même pas si c'est encore un média d'ailleurs. C'est un autre monde, mais on peut pas raisonner. Alors on peut raisonner techniquement entre des coûts de temps de production, mais de toute façon en plus ça va changer parce que le matériel évoluera évidemment. Mais les usages, les buts et la façon de fabriquer sont rigoureusement différents. Ça aussi, c'est ça qui est bien plus fondamental finalement que l'écart de prix pour l'instant. Effectivement, est-ce que c'est un nouveau monde, un nouveau média? C'est les deux à la fois, mais c'est surtout un key change. Autant qu'Internet a été un key change. On est sur quelque chose qui va vraiment bouleverser l'économie sur les 10 prochaines années. Effectivement, on peut très bien imaginer des salles de réunion à distance où chacun serait des avatars, le Parlement également, au lieu qu'ils s'endorment devant tout le monde, ils pourront rester chez eux et sous forme d'avatar se réunir au même endroit. Voilà. Tu disais tout à l'heure que c'est plus une caméra, c'est 6, 7, 14. Alors pourquoi j'ai des cernes comme ça? Parce que depuis hier, je n'ai pas dormi parce que je dérochais 7 caméras jusqu'à 7h du matin et j'ai enchaîné ici. Donc effectivement, c'est plus un média souple comme l'audiovisuel classique. C'est lorsque j'ai un client qui me dit, mais écoute, c'est pas mal, mais est-ce que tu peux me faire une toute petite modif ici, s'il te plaît, et puis tu me rends ça demain. D'accord, mais les temps de calcul, les temps de travaux, etc. Est-ce que vous le comprenez? Ils ne veulent pas, la plupart du temps, l'entendre. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il est préférable de préparer le client et de discuter, parce que c'est plus aussi souple qu'avant. Et en plus, c'est vrai que ça arrive à un moment où les coûts de production de contenu, en tout cas ce qui est de ma partie dans le marketing et la com, ont été divisés par 10, voire plus, sur les 10 dernières années. Entre je sais le faire moi-même avec mon iPhone et de toute façon je le fais moi-même avec mon iPhone. On revient à une économie qui est quasiment du zéro. Je fais moi-même ou je le ferai moi-même. On connaît de très grandes entreprises qui demandent à leurs salariés de faire eux-mêmes une partie du contenu, qui le publient sur les réseaux sociaux, etc. Donc on est presque arrivé dans certains endroits à un niveau zéro en termes d'économie. Et effectivement, on revient avec du 360 qui, obligatoirement, a un coût
est plutôt important parce qu'il y a des compétences, il y a du temps de calcul important, il y a du matériel. Donc on est à l'envers de cette logique économique qui est plus rien ne vaut rien, et ce qui fait pas de bien d'ailleurs en général à aucun des producteurs de contenu, qui soit print, digital ou audiovisuel. Mais effectivement, on est à contre-courant. Aujourd'hui, ça vaut des choses, ça vaut à nouveau quelque chose, parce que non, tu peux pas le faire tout seul avec un iPhone, même s'il y a quelques téléphones qui font du 360. Et juste pour faire le lien, dans le print, c'est c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire que ça coûte forcément, coûte plus que si on le faisait pas. C'est bête de dire ça, mais Oui, évidemment, ça coûte, mais comme je disais, on est, je pense, dans la presse, obligé de s'adapter perpétuellement aux nouveaux usages, et avec ces nouvelles écritures, c'est un autre investissement, c'est un autre temps, et on laisse de côté d'autres choses, très clairement. Nous, par exemple, on va filmer à l'iPhone en 360, mais on va peut-être pas rechercher la qualité d'un film de marketing ou de communication. On est, par exemple, Là, on vient de passer une semaine chez des forains à Rouen. On l'associe avec une vidéo à 360 de l'univers parce que voilà, on sera immergé. Il y a les sons, il y a l'émotion des gens dans le train fantôme. Enfin voilà, c'est un tout. Ça rajoute vraiment quelque chose. Nous, ça nous a pas coûté si cher que ça de filmer en 360 à l'iPhone. Par contre, c'est du temps, et c'est surtout une réflexion en amont. Voilà, je n'ai plus juste du texte et des photos, j'ai autre chose à proposer à mon lecteur, une autre expérience. Et donc c'est plus de réflexion en amont, c'est une réalisation différente, et c'est effectivement des journalistes, mais ça fait longtemps, qui sont capables de filmer, de monter, et aujourd'hui de faire aussi des sonores, du podcast. Enfin, tout est possible, mais il faut avoir les bonnes personnes, effectivement, qui sont prêtes à développer des nouvelles compétences. Juste une petite anecdote, je me faisais une réflexion à moi-même en t'écoutant, et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on vit dans un drôle de monde où finalement on peut faire des vidéos, somme toute, assez intéressantes avec des iPhones et tout. Et j'étais en train de me dire, mais dans des films aujourd'hui, on voit des types qui prennent des RAID pour ensuite aller imiter l'iPhone en termes d'image. C'est vrai. Des raids, des rings. Qui vont tourner en raid, ouais, mais qui, pour un effet spécial, vont vouloir donner un aspect iPhone à leur film. Et parce que cet aspect d'image est très bien compris par des jeunes générations. C'est même leur référence. Donc, ça, nous, avec une lecture smartphone, parce qu'on s'adresse à des lecteurs qui sont sur smartphone, on n'a pas besoin d'une qualité dingo. Dans ces cas-là, c'est tout à fait logique. Alors, je voudrais qu'on continue sur un point qui est vraiment important. Vous l'avez abordé plein de fois, mais on a l'impression, en vous écoutant, qu'on a un nouveau média, c'est ça ? Quelque chose qu'on découvre, quelque chose de très nouveau, qui apporte des choses très nouvelles par rapport aux outils qu'on connaît déjà. Donc pour nous convaincre que ces techno-immersifs, c'est pas juste, encore une fois, comme on disait, un peu de poudre de perlimpinpin à mettre sur de l'innovation. C'est quoi ces choses très nouvelles qu'on ne peut pas avoir avec les caméras qui sont ici ou qui sont dans le bâtiment d'en face ? Expliquez-nous ce que c'est et expliquez-nous comment ça se mesure. Est-ce que tu as déjà marché dans un film ? Rarement. Bon. Voilà. J'ai marché... non, dans un film, non. Mais aujourd'hui, je ne marche toujours pas dans un film, avec mon cardboard. Avec un HTC, tu peux... Oui, mais avec le fil, je ne vais pas marcher loin. Ou alors, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce que ça procure ? Tu as parlé d'émotion, qui était une différence par rapport aux autres, mais est-ce qu'on peut mettre des mots sur ce que ça donne en plus ? Et encore une fois, je suis un peu bas du front, mais est-ce qu'on peut le mesurer ? C'est pas tout de le dire. Alors, on peut le mesurer dans certains cas. Par exemple, nous, on utilise la réalité augmentée ou la réalité virtuelle pour faire de la formation, pour former des gens à des gestes. On obtient 30 à 40% de temps de formation en moins. On obtient, avec des lunettes de réalité augmentée, un retour à l'emploi de certaines personnes. Au lieu d'avoir 3 mois de stage, en une semaine, elles se retrouvent sur une machine. Elles vont avoir les indications devant les yeux. Et on va pouvoir retrouver de l'employabilité très rapidement chez ces personnes-là.
Je vais pouvoir, c'est sorti il y a quelques jours, télécharger une application virtuelle qui me permet, qui a été produite par le service français du secourisme, qui me permet d'avoir en 3-4 minutes les gestes le truc qu'on se dit tous, un jour il faudra que je fasse une formation parce que si ça m'arrive à un mec de ma famille, j'aimerais bien pouvoir le sauver de la crise cardiaque, mais on n'a jamais le temps de le faire. Eh ben, on peut le faire avec ce casque, et cette formation a été suffisamment bien foutue pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Un jour, j'aurai des lunettes d'ici quelques années. Mon smartphone me servira peut-être de serveur et il m'enverra des informations sur tous les gens qui sont dans la salle, parce qu'ils seront enregistrés volontairement pour arriver à ce salon. Et j'aurais pas essayé de demander qui est la personne là-bas, parce que j'ai l'impression que je la connais, mais j'aurai son nom, etc. Je pourrais la repérer. Je pourrais aussi éventuellement, si quelqu'un fait un problème cardiaque, mettre ses lunettes et lui sauver la vie en quelques secondes. Ça fait partie des usages. Il y en a bien d'autres, mais ça fait partie des usages qui sont non pas des usages d'un média qui m'apprend, qui me donne de l'information, etc., hors de moi, mais qui m'apporte des capacités supplémentaires, ou qui va m'apporter qui va distraire mon cerveau, qui va nourrir mon cerveau, qui va amener d'autres émotions à mon cerveau, bien plus supérieures à ce que peut amener le meilleur film que j'ai vu, et pourtant j'ai bien vu des films qui m'ont bouleversé. Mais là, je vais être bouleversé différemment parce que tous mes sens, le film pour l'instant, il passe par mon intelligence et par une culture que j'ai, la langue, les comédiens, etc. Là, tous mes sens vont être utilisés et bientôt de plus en plus d'autres sens, parce que le toucher viendra peut-être un jour s'y rajouter. Et je vais être bouleversé complètement, physiquement, humainement, émotionnellement. Donc on va franchir un gap. Je rappelle encore, et tu le disais, qu'on est au début. Que ce soit la réalité augmentée, la réalité virtuelle, on est presque dans des versions bêta, même si on sort aujourd'hui des produits extraordinaires, alors ou 1.0 comme on veut, 2.5, je m'en fous un peu, mais on est au début de ces technologies et on va faire des choses vraiment, et on fait déjà des choses fantastiques. Un petit complément rapide, c'est par exemple, on tente aujourd'hui de voir comment aider les malades d'Alzheimer avec la réalité virtuelle. L'autisme aussi, puisque comme l'autisme n'arrive pas à comprendre les codes du réel, on va essayer de lui plaquer quelque chose de virtuel pour voir si finalement il décode mieux. Et si du coup on a moyen de pouvoir communiquer. Donc ça, on ne peut pas dire que ça fait partie d'un média classique, je ne pense pas. Même chose pour vous dans la presse écrite. Alors, écrite et digitale, qu'est-ce que ces technologies-là apportent concrètement de plus par rapport à ce que vous aviez avant ? Je pense qu'on rattrape les usages de nos lecteurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la ramasse, on essaye de s'adapter, de lutter contre les fake news, d'apporter de l'information, mais comme eux la veulent, et la voudront demain en fait. C'est surtout ça. On ne peut pas rester stagné sur nos acquis. Voilà, c'est pas un secret, la presse print va très mal. Mais on a la presse qu'on mérite. Donc je pense qu'il faut être très 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 rapide là pour aller sur les nouveaux usages, les nouveaux devices. La réalité virtuelle pour la presse, il y a un champ des possibles délirant. Aujourd'hui, je ne dis pas que voilà, on sauve des vies et loin de là. Par contre, apporter de l'information sérieuse, valide. Apporter une apportation valide est aussi important que sauver des vies. Et montrer le monde, la société et permettre d'être en immersion, mais tout en ayant un regard journalistique et une analyse, c'est le média de demain, clairement. Enfin, de mon point de vue. Prenons l'industrie musicale, par exemple. Ils ont des Spotify, des gens comme ça qui leur ont pris leur catalogue d'iTunes. Aujourd'hui, si j'arrive devant des maisons de disques et je leur dis voilà, imaginons que je vous crée une sphère 360 complète où toute personne fan de votre artiste pourrait se retrouver sous forme d'avatar, discuter avec elle lors d'une interview, aller voir, acheter un ticket pour aller agrandir la salle de concert live en streaming, c'est des choses qu'on peut faire. Mais en plus, derrière, grâce à cette nouvelle techno, je vous propose de revendre vos disques et vos catalogues au nez, à la barbe de ceux qui vous ont pris vos catalogues par ce biais. C'est tout à fait logique. Je veux dire qu'il y a tellement de... On est sur quelque chose de nouveau qui va vraiment changer la donne. Donc, y compris les modèles économiques qu'il y a sur la diffusion de contenu, si je comprends Complètement. bien. On peut vendre 2 millions de places pour le premier rang de Roland Garros pour la finale.
Alors que pour l'instant, le cours principal doit C'est un tout contenir petit peu plus élitiste en effet pour l'instant. On peut agrandir n'importe quelle salle. Si celle-là était encore plus remplie et que j'avais plus de place, je pourrais vendre des places un peu moins chères en réalité virtuelle, en streaming live. Donc c'est pas un effet de mode, c'est la question un petit peu qui était là pour. C'est certainement pas un effet de mode. Malgré le fait qu'on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, de réalité mixte, d'extended reality, de réalité superposée, de réalité diminuée, de réalité substituée. J'ai toute une liste, hein, je la lis parce que je peux pas m'en rappeler tout le temps. Tous ces termes qui ont plus l'air de la fameuse poudre de perlimpinpin marketing dont on parlait, c'est pas un effet de mode, il y a des vrais usages derrière. L'effet de mode, il est de mettre un casque, un casque à quelqu'un pour faire une pub pour fringues, ça c'est l'effet de mode. Parfois d'oublier même de mettre le smartphone, il y a une pub américaine en ce moment qui tourne un peu sur les réseaux sociaux parce que c'est une marque assez connue, ils ont oublié de mettre le smartphone, on voit les yeux du type, c'est un peu couillon. Ça c'est un effet de mode, oui, de mettre du casque, des outils virtuels entre guillemets pour lesquels on sert à rien. Par contre le contenu, les gens qui y réfléchissent, les gens qui travaillent dessus, et c'est aussi une aventure extraordinaire pour tous ceux qui ont la chance de travailler dessus parce qu'on invente une grammaire. Moi j'ai fait des études de filmologie, j'ai découpé des films plan par plan, cadre par cadre, j'ai étudié la composition et puis maintenant je suis dans un univers où je peux rester 10 minutes à regarder. J'ai été dans une application Van Gogh que j'adore où j'ai passé 10 bonnes minutes et j'étais bien installé dans cette chambre de Van Gogh. Donc voilà, ça change, c'est une grammaire complète, c'est une lecture différente, c'est vraiment un nouveau monde. Je vous remercie. Je voudrais maintenant qu'on passe la parole assez rapidement à nos 3 personnes. La question, elle est simple. Hein, c'est est-ce que la réalité augmentée, est-ce que les technologies immersives servent à quelque chose? Je vais vous demander d'être court parce que comme on a commencé un peu en retard, on ne va pas trop déborder. Mais allez-y, rendez votre jugement, s'il vous plaît. Bonjour, merci d'être là. Vous avez très bien défendu l'avenir de la VR et de l'augmenter. À ce que j'ai compris, la réalité virtuelle va servir surtout à acquérir de nouvelles capacités, de sortes de super pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser dans la vie réelle, connaître des gens, pouvoir détecter leur nom s'ils vont avoir quelque chose de bizarre, sur le coup une crise cardiaque, je ne sais pas moi. Mais je ne vois pas dans la création contenu, ça veut dire parlant d'un projet comme dans le cinéma, je ne vois pas où la réalité virtuelle pourrait nous emmener, quoi. Ça sert à rien. Bon, 1,5. Ça sert peut-être à quelque chose, mais il y a encore du boulot. Bonjour. Eh bien, moi, je suis en fait assez d'accord avec ce que vient de dire monsieur. J'ai été totalement convaincue pour les aspects techniques comme la formation, le médical et tout ça. Assez convaincue aussi pour le plus aux médias, pas aux médias print. Et en fait, pas vraiment pour tout ce qui est film. Moi, j'ai pas envie de marcher dans un film. J'ai envie de le regarder. Bon, alors là, je considère que ça sert quand même plutôt à quelque chose. Quand même. On est d'accord, c'est pas complètement inutile, ça sert à quelque chose. 3e. Oui, bonjour. Moi, je suis 100% convaincu. Je pense qu'on est au démarrage vraiment de plein de nouvelles aventures. La technologie est maintenant mature. C'est ce qui fait la grosse différence. Parce que la réalité virtuelle, on est tous d'accord, ça existe depuis 70. Enfin, Monsieur Fuchs n'est pas là, mais voilà, voilà. Son esprit est parmi nous. Donc voilà. La réalité augmentée avec Apple qui se met dessus, ARKit, AirCore, etc. Moi, j'ai même plus d'idée que la réalité augmentée va être beaucoup plus présente que la réalité virtuelle, qui est quand même un peu enfermante, mais qui procure des possibilités extraordinaires de téléportation, de toucher le cerveau limbique des gens, etc., plutôt que seulement l'interface visuelle. Donc moi, je suis intégralement convaincu que c'est un avenir immense qui arrive devant nous, quoi. Juste par rapport à... Vous notez que sur mon badge, j'ai RA, hein, j'ai pas Hervé. Hein. Par rapport à l'aspect culturel des choses, je vais prendre un exemple. Il n'est pas question de remplacer le cinéma.
Il est évident que de toute façon, la VR est là pour d'autres usages. Je vais prendre un exemple, par exemple, c'est la radio. La radio, c'est un média qui est relativement écouté par les Français, plutôt pour l'info, etc. Puis sont arrivés les podcasts. Les podcasts, aujourd'hui, c'est un vrai carton. Ça marche terriblement bien. Ça a relancé les pièces de radio théâtrales qu'on faisait dans les années 60, 70, 80. Ces pièces de radio, ces podcasts, aujourd'hui, certains sont en cours d'adaptation aux États-Unis en série télévisée, tellement elles marchent bien. Donc, il faut se méfier. Enfin, c'est un média qu'on peut penser disparaître aujourd'hui. Et les podcasts aussi, avec les Amazon Echo et donc ces interfaces conversationnelles, reprennent aussi du poil. Donc, finalement, si je vous avais dit il y a 10 ans, la radio est un média qui va exploser à nouveau et devenir un média central de l'information et de l'entertainment, c'était pas évident. Je pense pas que le cinéma va disparaître. La preuve, il disparaît pas. Il vit toujours. Alors en plus, en France, on a la chance d'être particulièrement privilégié par l'écosystème économique du cinéma. La VR n'est pas là pour remplacer le cinéma. Elle est faite pour vivre d'autres expériences. Peut-être dans l'entertainment, peut-être qu'on aura forcément un Marvel ou un Lucas qui nous feront une connerie avec du VR, et peut-être qu'elle sera géniale. Hein. Mais j'espère, et je pense qu'il y aura toujours des gens qui feront du cinéma, comme j'aime aussi aller au cinéma sur un écran. Mais par exemple aussi, je vais prendre quelque chose d'intéressant. Il y a Olivier Dubois, qui est un chorégraphe contemporain, qui a décidé de construire une pièce de danse contemporaine avec une caméra à 360 au milieu. Et pour que vous, et c'est la volonté du chorégraphe, de vous mettre au milieu des danseurs. Et vous êtes au milieu des danseurs, vous n'êtes pas spectateur devant une salle, mais c'est le chorégraphe qui a choisi, dans son acte de création, de vous mettre là. Pour l'instant, on ne pouvait pas le faire. C'est aussi comment les artistes vont s'accaparer ces outils qu'on va avoir des nouvelles dimensions, parce que moi, j'ai pu voir un extrait de cette chose, et être au milieu de danseurs autour de soi, c'est vraiment une expérience aussi qu'on n'oublie pas aussi vite. Ça me permet de faire un lien aussi en vous annonçant, ou je sais pas, que sur Laval Virtual cette année, on a une session spéciale sur les artistes qui feront des performances avec ces technos, pour faire ce que tu as dit, c'est-à-dire prendre ces technologies-là et ne plus les laisser brutales, on va dire, et technologiques, mais en faire quelque chose. Ça peut aussi nous donner des idées. Alors, je voudrais juste ne pas trop déborder. Il est 55, on est à peu près dans les temps. Je vous félicite tous les trois, parce qu'a priori, on va pouvoir continuer à vaquer à nos occupations. Je pense que vous avez compris, la réalité augmentée et les technologies immersives servent à quelque chose. En tout cas, allez, on va dire qu'on est sur 3, vous êtes à 2. 2,5, c'est déjà pas mal, hein, je trouve. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, nos intervenants ont encore quelques minutes ici. Charles-Henri est de l'autre côté. Je pense que vous pouvez consacrer quelques minutes et n'hésitez pas à venir nous voir pour répondre à des questions sur l'avenir de la VR et de l'AR. Je vous remercie. Merci.